Ce 12 juillet-là, la France frémit du mollet. Dans l'ascension du Puy-de-Dôme, à 2 étapes de l'arrivée du Tour de France, entre Jacques Anquetil, Maître Jacques comme on le surnomme, et Raymond Poulidor dit Poupou, rien n'est encore joué. Brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Et il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Tout va se jouer à l'arrivée au Parc des Princes. Anquetil, c'est l'élégant, le surdoué, l'implacable. Il gagne tout. Mais voilà, s'il est admiré, il n'est pas aimé. Le chouchou, c'est Poulidor, l'éternel second. La chose est injuste, il a souvent été 3e. Dans la dernière étape, Poupou a toutes ses chances devant un Anquetil durement éprouvé par l'étape de montagne. Mais à 3 km de l'arrivée, Anquetil a pris 3 petites secondes à un Poulidor porté par une France qui le veut enfin premier. Anquetil gagne là son 5e Tour de France. Au classement général, il précède Poulidor de 55 secondes compte tenu des bonifications. Poulidor mérite néanmoins de félicitations très sincères de tout le monde. Poulidor devrait gagner un jour le Tour de France et pourquoi pas l'année prochaine. C'est ce que lui dira dans quelques instants Jacques Anquetil. Et non, il n'en gagnera jamais aucun. On commence par Vietnam ou par Khrouchtchev? Non, le salon de la radio, voyons. Je sais, le salon de la radio, mais enfin, après le salon de la radio, la séquence politique. Allez-y. Tu me rappelles, d'accord? Bon, allons-y, merci Cocotte, au revoir. Non, Cocotte, c'est pas toi, c'est elle, merci. À la télévision, les années 60 sont les années censure. Elle vit sous le monopole d'État. Son statut est celui de la Gazette de France du temps de la monarchie. Insolence et impertinence, point trop ne faut. M. Modibo Keïta déclare « Ma première réaction a été vive devant le texte de De Gaulle. » Là, c'est facile. Tu mets « Ma première réaction a été vive de Gaulle » et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. J'en ai une qui n'en finit pas, là. Pour l'avoir oublié, Pierre Tcharnia et les chansonniers de la boîte à sel préféreront interrompre leur émission plutôt que d'en discuter préalablement le contenu. Dans les services. La télévision est à la fois enjeu de pouvoir et instrument politique. L'information est délivrée sous le contrôle d'un sourcilleux ministre de l'Information, Alain Perfit, dont le bureau est situé l'étage au-dessus de celui du directeur général de la télévision. Pas du tout. Mais ce n'est pas son rôle. Son extraordinaire culot pour justifier la nomination d'un gaulliste orthodoxe à la tête du journal télévisé demeure un des moments succulents de la longue histoire de l'émancipation de l'information sur le petit écran. Dernière question, pourquoi le directeur général de la RTF, M. Bordaz, a-t-il choisi pour mener cette équipe Raymond Marcillac? Parce que Raymond Marcillac, à la tête des émissions sportives, a fait la preuve de ses qualités d'animateur et d'organisateur. La pratique du sport lui a donné la rapidité, le coup d'œil et aussi l'impartialité de l'arbitre. Il a pris l'habitude de retransmettre des matchs d'athlétisme et j'espère que le public sera content de le voir retransmettre le match de la vie. 1965 voit depuis Napoléon III la première campagne pour l'élection au suffrage direct du chef de l'État. Eh bien, voici que le monde entier regarde vers vous pour savoir. C'était évident. Le monde entier n'avait Dieu que pour nous. Contre De Gaulle, 5 candidats sont en lice. Marcel Barbu, qui se qualifie de représentant des pauvres types. Marcy Lacy, sénateur et centriste. Tixier-Vignancourt, avocat d'extrême droite. Et le républicain Jean Le Canuet, perfidement baptisé Kennedyon par le très gaulliste François Mauriac. Enfin et surtout, l'opposant majeur, c'est François Mitterrand. Candidat unique de la gauche, même le Parti communiste s'est désisté en sa faveur, Mitterrand entame à ce moment sa longue marche vers l'Élysée. Au soir du premier tour, l'imprévisible s'est produit. De Gaulle est en ballottage. La campagne du second tour offre aux Français le duel inédit de 2 prétendants à la présidence de la République. Le candidat De Gaulle prend conscience qu'il doit plus s'impliquer dans le débat. Lui qui jusqu'à là parlait de l'Olympe, descend dans l'arène. 2 conceptions du pouvoir s'affrontent en propos pas vraiment mouchetés. Le choix fondamental
est, le 19 décembre, entre le pouvoir personnel et la République des citoyens. Sur le pouvoir personnel, ce sont des expressions qu'on peut employer comme ça par démagogie, mais qui en réalité sont de mauvaise foi. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Il espérait mieux. Mais il y a un autre vainqueur, la télévision. Aucun pouvoir n'imaginera désormais de gouverner sans elle. La télécratie est définitivement entrée dans les mœurs politiques. Il existe plusieurs manières d'écrire l'histoire. Celle des années 60 pourrait commencer par celle de 4 garçons fous de rock américains qui fourbissent leurs instruments dans une cave de Liverpool, Angleterre. Les 4 se baptisent Beatles. Ils inventent le rock anglais. Chansons souvent empreintes de dérision et musique aux harmoniques inédites électrisent les spectateurs des concerts, surtout les filles. En un rien de temps, leur pop musique conquiert le monde. Nous sommes plus célèbres que le Christ, constate John Lennon. Salut les 60s. Les années 60 sont les années anglaises. On traverse la Manche pour acheter à Carnaby Street des pantalons tuyaux de poil et des vestes sans col comme ceux des Beatles. La frange au ras du sourcil, on se coiffe comme eux. On vend posters, perruques, tasses, draps à leur effigie. À Londres, Mary Quant, une couturière, comble son ennui en raccourcissant chaque jour un peu plus le bas des robes. Elle joue tant et tant du ciseau qu'elle invente la mini-jupe, ou comment un vêtement devient phénomène culturel. C'est beau. Je les fais monter l'escalier. On ne peut plus alors là. Non. Tiens, moi à côté d'elle, je serai le plus heureux du monde. Allez, les gens, la copain. Regardez la vue. Qui n'a vécu ces moments où la rue révélait soudainement les cuisses des filles, où le collant ouvrait au regard des hommes tant de nouveaux horizons, ne saura jamais ce que l'époque contenait de promesses. Pilule, un mot de 6 lettres, signifie un droit inédit pour les femmes. Avec la pilule contraceptive, la maîtrise par les femmes de leur sexualité et de leur fécondité va à jamais bouleverser la donne des rapports entre sexes. Subitement, tout semblait possible. Une brèche s'ouvrait où allait s'engouffrer toute une génération. Place à la fête des corps. Si le sexe n'était pas encore tout à fait libéré, mais ça viendrait vite, il n'était plus sur le moment ni honteux ni tabou. L'état des lieux de l'émancipation des femmes laisse toutefois apparaître des abîmes entre les classes supérieures et moyennes des villes et le monde rural et ouvrier. Le Parti communiste, pour qui la limitation des naissances était jusqu'à là un avatar de l'idéologie capitaliste, accepte la loi Neuwirth légalisant la contraception, mais du bout des lèvres.
Vous avez eu combien d'enfants? 8. Vous en vouliez autant? Oh non, certainement pas. J'en ai jamais désiré un. Et vous allez en avoir d'autres? J'espère bien que j'en aurai plus. Mais... Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil, la sage-femme? Alors là, vous me faites rire. Mais dites-moi. C'est ton mari qu'elle s'adressait à. Elle vous a dit aussi, il faut pas vous négliger. Il faut me négliger. Pourquoi? Pour éloigner mon mari. Et alors? Je l'ai fait. Et alors? Ça ne l'éloigne pas, du tout. L'Église catholique, elle, demeure résolument hostile à la contraception, même si curés et fidèles essayent tant bien que mal de trouver des accommodements avec le ciel. Je suis catholique et je sais toute la peine qu'à l'Église à trouver les réponses qui sont, je fais confiance à l'Église, parce que je crois qu'elle a raison, mais je comprends très bien que pour tous les êtres, c'est un problème terrible. Ce n'est pas encore la liberté pour les femmes, mais un affranchissement. Elles hésitent maintenant devant le 3e enfant, aspirent à l'autonomie financière et postulent pour des emplois souvent dans le tertiaire, en plein développement. Vous êtes dessinatrice, qu'est-ce que vous faites exactement? Non, je suis ingénieure. Mais c'est un métier d'homme, ingénieur. Plus maintenant, puisqu'il y a une bonne proportion de femmes qui l'exercent. Mais en tout cas, c'est un travail très absorbant. Est-ce que c'est compatible avec votre vie de famille? Vous êtes mariée, je crois. Oui, je suis mariée, j'ai un enfant. C'est compatible. Pardon, monsieur. Bonjour, je madame. voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale. C'est seulement au milieu des années 60 qu'elles peuvent se passer de l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque et exercer une activité professionnelle. Elles n'en sont pas encore à jeter leur soutien-gorge par-dessus les moulins, mais la première génération pilule commence à remettre en cause les pratiques et les habitudes séculaires conjugales, maritales, familiales. Le mari et le père prennent leur premier sérieux coup de vieux. Ce n'est qu'un début. C'est un problème, c'est même un drame quand un mari n'aime plus sa femme. Je ne connais qu'une solution, chérie, divorçons. Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon point au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Depuis le 25 septembre 1967, on est désormais 50 millions de Français. 50 millions de consommateurs pour bientôt 1000 grandes surfaces réparties dans toute la France. Depuis Sainte-Geneviève-des-Bois, il s'en est ouverte une par jour ouvrable. La consommation devient à la fois principe et finalité. Le bonheur ne peut désormais se concevoir sans un canapé, comme le constate Georges Perec dans son roman « Les choses ». Il y a désormais entre les choses du monde moderne et le bonheur un rapport obligé. Moi, je n'aime pas le raisin. Il est trop vert. Jean-Christophe Averti. Jean-Loup Dabadi. Et Dirk Sanders présente. Dans une France qui s'ébroue, un magazine télévisé, Les Raisins Verts, d'un réalisateur fou et poète, Jean-Christophe Averti, défraye en noir et blanc la chronique des chaisières. Il invente des acrobaties visuelles d'autant plus remarquables que les moyens techniques sont réduits. Il cultive l'irrespect, passe à la moulinette des bébés en celluloïd, moque la religion, la publicité et les bonnes mœurs.